Leçon 4, l'émergence d'une nouvelle société urbaine. La ville, au Moyen-Âge, n'est pas l'espace le plus important, puisque la ville compte entre 10% et 20% de la population européenne durant la période. Ça augmente, ça augmente même fortement, mais du coup, c'est pas, et de loin, la place la plus importante. À la fin de l'époque romaine, les villes avaient perdu beaucoup d'habitants et perdu leur pouvoir politique. Elles ne dominaient plus véritablement la campagne, comme elles l'avaient pu le faire à l'époque romaine. Durant le Moyen-Âge, la ville va progresser en termes d'habitants, mais aussi va reconquérir cet aspect politique et plus généralement de pouvoir sur le reste de la campagne. On ne va pas s'attacher aux questions de la leçon du manuel, ni aux définitions qu'il faut malgré tout connaître. Je vais en venir directement aux éléments de la leçon, donc à la première partie, sur les causes du développement urbain. La population européenne, on le voit ici, la population européenne, entre le Xe et le XIVe siècle, donc entre 900 et 1300, voit sa population augmenter de façon générale, pas qu'en ville, à la campagne également, on aurait dû l'étudier dans une autre leçon, et ce donc jusqu'au XIVe siècle. Pourquoi ? Parce que les guerres sont moins nombreuses, et notamment les guerres privées, c'est-à-dire les guerres entre seigneurs voisins à l'intérieur d'un même royaume. Ça, nous le verrons dans une prochaine leçon. L'agriculture, par le biais de nouvelles techniques notamment, a pu progresser et nourrit plus de monde désormais. Alors, au XIVe siècle, on voit que la population perd des habitants en Europe. C'est dû au fait que des épidémies se développent, comme la Grande Peste au milieu du siècle. C'est dû aussi aux effets négatifs des conditions climatiques ou des guerres qui reprennent, comme j'ai évoqué la guerre de 100 ans. Mais malgré ça, à part pour les épidémies, la ville reste en général un lieu de refuge. Donc les gens vont aller de plus en plus vers les villes. Alors, les villes sont déjà existantes, il y avait déjà des villes avant le Moyen-Âge, mais elles vont se développer durant cette période. Des faubourgs vont apparaître, et surtout, de nouvelles villes vont être créées par les seigneurs, comme ça se passe dans les villages, le but pour le seigneur étant d'obtenir de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, donc d'être plus riche. Dans toute l'Europe occidentale, la population urbaine augmente, les villes s'accroissent. Ce n'est pas toujours une augmentation équivalente partout, mais dans toutes les villes, la population augmente. Alors, autre raison, c'était la deuxième activité, le grand commerce. Les villes sont plus importantes dans deux grandes régions, qui sont les deux grandes régions du commerce. La Flandre et l'Italie du Nord. En Flandre, on produit des draps avec la laine, mais aussi c'est un espace de convergence de toutes les productions du nord de l'Europe. L'Italie du Nord concentre les productions orientales. Ce qu'on appelle l'Orient à l'époque, c'est le monde musulman en réalité, c'est-à-dire le nord de l'Afrique, l'est de la Méditerranée et aussi le monde byzantin, donc l'équivalent de la Grèce et de l'Asie mineure, la Turquie aujourd'hui. Le lien entre les différentes régions s'établit par les marchands, qui, comme leur nom l'indique, sont des gens qui marchent. Mais leur but va être d'éviter de faire de trop longs voyages, et donc vont se développer entre ces deux espaces, qui sont des espaces déjà urbanisés, vont se développer des villes qui vont être liées au commerce, les villes de foires. Alors les foires, c'est pas du tout le même système qu'aujourd'hui, c'est un lieu où les
marchands se rassemblent, pendant un certain nombre de jours, ils exposent leurs marchandises, les autres marchands ou n'importe qui peut regarder ce qui est produit. Plus tard, pendant quelques jours encore, 2 ou 3 jours, on fait les achats, on n'emporte pas avec soi le matériel qu'on a acheté, on la prendra plus tard, puisque on a une troisième phase où les échanges réellement se font, les achats réels se font, et c'est à ce moment-là qu'on récupère sa marchandise. Alors, parmi ces villes de foire, les villes de foire de Champagne, donc Lagny, Bar-sur-Aube, Provins et Troyes surtout, vont se développer. Pourquoi ? C'est en lien surtout avec le rôle du comte qui favorise la venue des marchands en leur assurant la protection contre le brigandage par exemple. C'est aussi leur position qui est stratégique. Alors c'est beaucoup plus proche de la Flandre que de l'Italie du Nord, mais ça permet à tout le monde d'éviter d'avoir à faire le trajet complet, c'est-à-dire à un marchand des Flandres d'aller jusqu'en Italie pour vendre ses marchandises et acheter des produits d'Italie pour les revendre en Flandre. Et l'inverse également. Ça rappelle également que la ville est d'abord un lieu de marché qui permet aux paysans des alentours de vendre leur production. Je précise que les paysans à l'époque, ils connaissent leur village, les villages voisins, le château du seigneur et la ville où ils se rendent, soit tous les 15 jours, soit tous les mois, pour vendre les surplus de leur production. Les conséquences maintenant. Comment en ville, l'importance du seigneur, qu'il soit laïque ou ecclésiastique, s'est développée, a évolué. En fait, ce qui va se passer, c'est que une nouvelle catégorie sociale va se développer. C'est celui qui s'enrichit dans le bourg. C'est l'origine, si vous voulez, du mot bourgeois. Ces trois catégories sociales, le seigneur laïque, l'évêque et le grand bourgeois, dominent la ville pendant le Moyen-Âge. Et les marchands prennent de plus en plus de place par rapport aux deux précédents. La majorité de la population vit difficilement, notamment les juifs, qui sont souvent persécutés, persécutions de divers ordres. Vous pouvez avoir le port d'un vêtement particulier pour les distinguer du reste de la population, et puis parfois, ils sont chassés de certains pays pendant des périodes plus ou moins longues. Par exemple, c'est arrivé plusieurs fois en France. Il y a une nette différence entre les catégories sociales, une nette opposition même, qui pourrait tourner au conflit. Donc pour éviter les conflits, se mettent en place des moments de sociabilité, des fêtes, des rassemblements. Alors ces rassemblements ne concernent pas forcément tout le monde à l'intérieur de la ville, mais toujours plusieurs groupes sociaux différents. Et ça permet de développer l'idée que l'on appartient à un même corps, à un même groupe, et qu'on est différent des gens de la campagne. Et c'est à ce moment-là, pendant le Moyen-Âge, et notamment au XIIe, XIIIe siècle, que va se développer cette idée que le monde de la ville n'est pas le monde de la campagne. Autre principe, les corporations. Les corporations permettent de hiérarchiser et de contrôler aussi la population. Le maître forme un apprenti, c'est à la dure, mais l'apprenti a l'espoir d'une récompense, l'espoir de devenir maître un jour à son tour. Cette idée d'espoir permet de réduire les mouvements conflictuels, même s'il y en a parfois. D'autre part, cela permet aussi, c'était plus dans le livre cette fois-ci, de développer de nouveaux métiers qui vont créer de nouveaux modes de vie. J'insiste particulièrement sur les boulangers, donc le pain, qui va devenir la base de l'alimentation, et les bouchers qui vont permettre d'avoir de la nourriture, de la viande en toute saison, et notamment
de la viande bovine. La ville va donc devenir un espace de pouvoir et de culture. D'abord, j'aimerais rappeler la règle que l'on doit utiliser quand on a à situer des lieux, puisque c'était le premier exercice que vous aviez à faire de l'activité 4. Je rappelle qu'il faut mentionner le continent, le pays, puis ensuite la région dans laquelle se trouve l'objet d'étude, ici la ville de Troyes. Donc là, j'ai choisi de le faire dans la correction en mentionnant non pas l'idée qu'on se trouve en Champagne, parce qu'on ne sait pas forcément où se trouve la Champagne, mais en le positionnant par rapport à Paris. Parce que là, il y a plus de chances qu'on connaisse la situation de Paris. Et un repère, ici, les rives de la Seine. Cela étant dit, Troyes, qui était donc l'objet de la première étude, est une ville de foire. D'ailleurs, elle en conserve encore un rôle aujourd'hui. À Troyes, vous avez des magasins d'usines et vous avez toujours aujourd'hui de grandes zones commerciales où vous pouvez trouver de tout et n'importe quoi à prix normalement moins cher. Donc Troyes est une ville de foire qui est sous le contrôle des comtes de Champagne, donc contrôle classique d'un seigneur, mais c'est une ville importante puisqu'elle peut battre monnaie. À l'époque, le roi ne dispose pas encore de la mainmise sur la frappe de la monnaie, qui a en réalité une valeur réelle, c'est pas une valeur fiduciaire comme aujourd'hui. À l'époque, donc, on frappe de l'or, on frappe de l'argent, donc ça a une véritable valeur. Une cathédrale qui montre qu'on est là avec un évêque, le siège de l'évêque, donc une position de ville importante en matière de religion. On voit que la population augmente puisque des faubourgs se développent et que une nouvelle enceinte est créée au XIIIe siècle. Le comte donc, est à l'origine du développement de la ville. On l'avait déjà vu dans l'exercice précédent, j'y reviens pas. Il y avait quelque chose de plus intéressant ici, c'était dans ce document 2, c'était le calendrier, alors une forme particulière un peu, mais qui montre globalement que, mis à part 4 périodes dans l'année, il y a toujours des foires en Champagne, ce qui permet de faire venir plus facilement les clients. Si quelqu'un n'arrive pas à vendre toute sa marchandise à Lagny, il pourra peut-être la vendre à Bar-sur-Aube parce qu'il y aura de nouveaux acheteurs. Donc on assure ici la présence de nombreux marchands. Ça permet d'avoir un contrôle sur l'ensemble des échanges qui se passent dans la région. Si le seigneur dispose du pouvoir au début de la période, c'est-à-dire au XIe siècle, les choses vont changer, puisqu'on voit qu'en 1230, donc dans la première partie du XIIIe siècle, les bourgeois, qui n'avaient jusqu'alors aucun pouvoir, mais qui étaient les plus riches, vont prendre ce pouvoir parce qu'ils supportent de plus en plus mal la domination du seigneur et ils veulent une part du pouvoir. Donc à Troyes, ça se passe par la négociation. Le seigneur, donc Thibaut le comte de Champagne, accepte de céder une partie de son pouvoir. On peut se poser la question pourquoi. En fait, probablement a-t-il tout simplement besoin d'argent. Et comme les bourgeois vont devoir payer chaque année une forme d'impôt au seigneur, ça lui permet d'avoir une somme assurée chaque année, donc de pouvoir gérer ses comptes plus facilement. En fait, ça nous montre surtout, avec le document 4, que on passe d'un système où une seule personne dirigeait, le seigneur, c'était donc une tyrannie, à un petit groupe qui dirige la ville, les bourgeois les plus riches, les grands marchands, c'est-à-dire à une oligarchie. Mais pour la masse qui est dominée,
ça ne change pas grand-chose. Qu'on soit sous la domination d'un seigneur ou sous la domination des bourgeois, ça ne change rien à leur vie de tous les jours, ce qui, du coup, entraîne parfois des révoltes, là aussi. D'autant plus que, à partir du XIVe siècle, et le développement des lettres de change, qui limitent les déplacements de ces bourgeois, ils passent plus de temps à s'occuper des affaires de la cité, de politique, et aussi d'agacer la population par des actions qui peuvent être mal comprises ou mal interprétées, notamment évidemment la hausse des impôts. Si c'est un lieu de pouvoir, c'est aussi un lieu de pouvoir pour l'Église. L'Église, même si la ville n'est pas sous le contrôle d'un évêque, l'évêque et l'Église de façon générale ont un pouvoir important, un rôle à jouer dans le domaine politique donc, mais aussi et surtout dans le domaine social et culturel. Alors le rôle religieux peut être rappelé par la cathédrale et par le développement de monastères urbains à partir du XIIe siècle, avec les ordres mendiants. Le rôle social, lui, va être rappelé par les hôtels-dieux, c'est-à-dire les ancêtres des hôpitaux, où on accueille les malades, les pauvres, à qui on fait la charité. Et le rôle d'enseignement, lui, va être développé par les écoles et puis plus tard par les universités, j'y reviendrai. Le rôle d'enseignement est tenu par l'Église parce que, je le rappelle, je l'avais déjà évoqué, les prêtres sont les seuls à savoir lire le latin, qui est à l'époque la langue internationale. Donc se développent des universités dans les villes, des professeurs et des étudiants se regroupent selon des principes proches des écoles philosophiques de la période antique. Par exemple, Aristote avait créé le lycée, Platon avait créé l'académie. C'était un lieu dans les faubourgs d'Athènes. Donc ces deux mots vont rester, mais l'idée va être la même, c'est-à-dire qu'on va avoir un professeur qui va regrouper des élèves autour de lui. Et ça permet aussi de rappeler que à cette époque-là, c'est-à-dire à partir du XIe, XIIe siècle, les textes anciens reviennent, sont redécouverts par les populations d'Europe occidentale. On l'a déjà évoqué, les Grecs, donc les Byzantins, avaient gardé les textes anciens, qu'ils soient latins ou écrits en grec. Ils sont passés du côté du monde musulman qui a ajouté ses propres commentaires. Or, le monde musulman s'étend jusqu'en Espagne, et donc avec la reconquête de l'Espagne par les chrétiens, on remet la main sur les textes des auteurs antiques et aussi sur les apports du monde musulman. Donc, ce retour des textes anciens permet la création des universités. Des universités qui se développent d'abord dans les villes plutôt commerçantes, dans les régions plutôt commerçantes, mais qui marquent surtout la domination de l'Église, encore une fois, par le mode de vie des étudiants qui est proche de celui des monastères, par les études qui sont essentiellement liées à la religion. Par exemple, les études les plus prestigieuses et les plus longues sont les études de théologie, c'est-à-dire d'études de la religion. Et ces cours sont essentiellement théoriques, parce qu'on s'appuie sur les textes sacrés, et qu'on ne veut pas, par exemple, toucher au corps humain. Donc c'est un peu problématique, par exemple, pour la médecine, faire que de la théorie, sans aucune pratique, ça peut être problématique. Donc ça explique aussi que la médecine ne progresse pas dans le monde chrétien occidental du fait des interdits religieux. De même, on a des confréries qui se développent et qui montrent le dernier aspect de l'Église, c'est-à-dire la volonté de contrôler la population
notamment dans les abus de la bourgeoisie. Et de tout cela, il ressort que les villes vont de plus en plus être des lieux attractifs d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel et par rapport au pouvoir qui s'y développe. Donc les villes vont être un enjeu important aussi pour les rois.